Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous dis que ça a brassé hier à l'émission. Hein, j'ai pris des invités puis je les ai brassés, mais gentiment, avec respect, toujours, hein, Cybèle? Oui, vraiment, mais c'est vrai que sachez que la tension, vous la ressentez à travers votre micro. Ben en studio, je la ressentais aussi. Tu sais, moi, je suis là dans mon siège, je t'écoute. Puis je te vois poser des questions, puis je comprends où tu t'en vas, puis moi, je suis à l'écoute, puis je sens aussi l'invité qui est là. Donc, vraiment, c'est spécial de voir cette atmosphère-là vraiment des coulisses en direct. Vraiment de sentir qu'il y a une tension quand on pose des questions. Une tension dans le sens que, tu sais, c'était amical quand même. C'est juste que je recevais Marie Ouzo du Gris Montréal parce que la semaine dernière, ils ont rendu public les conclusions, en tout cas, d'une étude disant qu'il y avait une montée de l'homophobie dans les écoles du Québec. Mais beaucoup de gens disaient, où l'étude, comment ça se fait que vous rendez public les résultats d'une étude, mais que personne ne peut voir l'étude? Puis nous, on nous dit que l'étude, on va la voir dans 2 semaines. Bref, on a eu une discussion avec Marie Ouzo. Je vous invite évidemment à aller sur le site de Cube Radio pour revoir cette entrevue drôlement intéressante. Et on parlait d'homophobie, on parlait de la montée de l'homophobie. Et je disais qu'il y avait certains pays à travers le monde où l'homosexualité était tellement condamnée qu'on pouvait être soit condamné à une peine de prison ou la peine de mort. Et j'avais mentionné le Maroc. Au Maroc, oui, il y a une peine de prison, mais pas la peine de mort. Alors, à tout seigneur, tout honneur, vu que je dénonce les fake news partout et que je dis l'importance de vérifier les informations, je tenais à le préciser parce que, moi, ça me préoccupe énormément. Moi, j'aurais énormément de malaise à aller dans un pays où je sais que si tu es homosexuel, tu te retrouves en prison. Mais donc, moi, j'aurais un grand malaise, par exemple, à aller au Maroc ou dans certains pays où on considère que les homosexuels n'ont pas les mêmes droits que le reste de la population. Mais je tiens à le préciser, ce n'est pas la peine de mort, mais c'est une peine de prison. C'est considéré comme un acte criminel d'être homosexuel. Il y a quelques années, d'ailleurs, il y avait un jeune homosexuel qui avait été envoyé en prison. Et des écrivaines comme Leila Slimani, qui est d'origine marocaine, dénoncent ce genre de situation régulièrement, soit dans des entrevues ou dans des livres. Je trouvais ça important de le mentionner. Et justement, pendant cette entrevue-là, il y a eu beaucoup d'entre vous qui nous avez écrit. Je vais vous répéter le numéro de téléphone. Écrivez-nous pendant les entrevues parce que justement, vous nous amenez des bons points hier pendant Marie Ouzo. Ah oui, plein de bonnes questions. Ah oui, vraiment, mais les gens, vous participez vraiment. Donc, on aime ça, on veut vous entendre, on veut vous lire aussi. C'est le 1-877-827-2346, 187-Cube Radio ou Sophie à commercial cube.voyons, c'est quoi donc? Sophie à cube.ca. Cube.ca. Bon, textez-moi, ça va être plus simple de toute façon. Je connais le numéro puis je le vois devant moi. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir pendant les entrevues. Et vous allez sûrement réagir avec le premier sujet de l'émission. Vous en avez entendu parler. Donc, cette fresque, il y a une mosaïque à l'Hôtel de Ville de Québec. Lors d'une récente visite de leaders autochtones, le maire Bruno Marchand avait décidé de recouvrir la fresque pour ne pas offusquer les gens qu'il recevait à l'Hôtel de Ville. Ça a fait penser à tout le monde a pensé à cette scène, en fait, plus qu'une scène, une histoire qui est vraiment au cœur du film Testament de Denis Arcand, où il y a justement une fresque historique considérée comme coloniale et que, à la fin du film, finalement, on repeint carrément la fresque à la peinture. Et comment on fait quand il y a une œuvre d'art ou quand il y a un élément d'architecture qui pose problème, qui peut être offensant, soit pour les Premières Nations ou d'autres? On va en parler avec Patrice Groux. Il est historien et auteur de plusieurs ouvrages, dont Pour en finir avec $. Monsieur Groux, bonjour.
Oui, bonjour. Monsieur Groux, cette fresque-là, les mosaïques à l'Hôtel de Ville de Québec, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que c'est quelque chose qu'entre historiens, on sait qu'il y a cette fresque-là qui représente un autochtone vraiment à genoux devant un blanc? Est-ce que c'est connu ou c'est quelque chose que vous avez découvert quand ça a été dans l'actualité? Je dois avouer que je l'ai découverte en même temps que tout le monde, à peu près, dans l'actualité. J'imagine qu'elle a été passée inaperçue, puis elle n'est peut-être pas centrale non plus. Là. Alors, donc, non, je la connaissais pas. D'accord. Donc, c'est pas comme si c'était une œuvre, puis tout le monde sait que, bon, elle est connue, puis tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de toute cette controverse? Parce que là, la question qui se pose, c'est est-ce que chaque fois qu'on reçoit quelqu'un qui est autochtone et qui pourrait être offensé de cette vision-là, est-ce qu'on la cache? Est-ce que c'est hypocrite de la cacher? Est-ce que, comme le suggère Denis Arcand, on prend la mosaïque, on l'envoie dans un musée ou dans un lieu où on peut expliquer le contexte? Comment vous vous situez là-dedans? On la voit d'ailleurs à l'écran. Donc, c'est la Fondation de Québec par Champlain et on voit Champlain au centre de l'image, mais on voit un chef autochtone à genoux devant Champlain dans une position vraiment de soumission. Oui, écoutez, ça serait problématique de masquer toutes les œuvres dans lesquelles on représente des Autochtones qui ne sont pas dans la situation la plus avantageuse. Oui. Alors, donc, on aurait un problème sûrement si on faisait ça systématiquement. Je comprends le contexte dans lequel ça s'est fait. Évidemment, M. Picard était là, le chef Wendat et tout ça. Bon, mais je pense qu'il s'agit d'une frilosité exagérée. D'une part parce que ça n'a pas été à la demande des Autochtones. Je pense que les Autochtones en ont vu bien d'autres et ils ont bien d'autres chats à fouetter que de masquer des œuvres dans lesquelles on fait des représentations qui sont pas élégantes, on va dire. Quoique, dans ce cas-ci, je dois dire que les connaissant l'iconographie qui entoure Champlain, notamment les statues et tout, il s'agit de l'œuvre la plus respectueuse qu'on ait des Autochtones, qu'on ne les montre pas de façon dans une forme de soumission aussi extraordinaire. Il y a pire. Surtout, on les montre habillés, là. Ouais. Ils ne sont pas du tout comme des sauvages comme on les représentait à l'époque. Alors, c'est sûr qu'il y a des inexactitudes. Le chapeau de la coiffe de plumes et tout ne sont pas exacts, là, mais c'est pas une représentation qui est particulièrement négative, là. Donc, ça, c'est une première chose à dire. Et puis, je pense que dans ce cas-là aussi, c'est un peu faire insulte, je dirais, à la capacité de comprendre des Premières Nations. On est dans une situation où on est en train de renégocier beaucoup de choses importantes en termes de territoire et d'autres, et dénoter la présence des Autochtones à la Fondation de Québec, c'est quelque chose de positif, à mon avis. C'est pas nécessairement négatif. Alors, c'est sûr que la forme de la représentation n'est pas la meilleure, mais Del Mistro, qui est l'artiste qui a fait cette œuvre, a travaillé à partir probablement d'indications qu'on lui a données, et puis il demande de l'iconographie existante. Alors, il a fait quelque chose qui était dans le goût de l'époque. On parle du début des années 50. Donc, c'est où déjà on avait une meilleure, on faisait la promotion d'une meilleure image des Autochtones, et je pense que ça reflète bien cette époque-là aussi de ce travail-là. Puis d'autre part, c'est une œuvre d'art qui est assez élégante en fait. Bien coloré. Del Mistro, c'était le mosaïcien ou mosaïciste, je ne sais plus, de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah, d'accord. Alors, qui est couverte de mosaïques de Del Mistro. Donc, je dirais que ça se situe aussi dans le travail d'un artiste qui a eu son importance au Québec dans les années 50. Et qui a laissé des traces un peu partout. Alors donc, on ne peut pas détacher non plus cette œuvre-là de son contexte de production artistique. Voilà. Et de sa place, de sa situation également dans l'hôtel de ville. C'est quand même un gros morceau, là. C'est lourd, la mosaïque. Alors donc, on a fait attention de bien la représenter. Alors,
Le masqué, en fait, je pense que le maire Marchand nous a rendu peut-être un service qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire de ramener cette question-là des représentations des Autochtones dans l'actualité, de nous faire réfléchir à nouveau sur la place des Autochtones dans notre société, sur la façon de réparer des torts qui ont été commis par la colonisation. La première étant peut-être de se débarrasser des lois qui systématisent la situation des Autochtones. Et puis là, à ce moment-là, on pourrait avoir une discussion intéressante. Je suis d'accord avec M. Arcan. Denis Arcan, voilà. Denis Arcan qui dit qu'elle est offensante. C'est vrai. Moi, je pense que oui, puis c'est vrai qu'elle est inexacte. Mais toutes les représentations de Champlain sont inexactes, il faut le dire. Oui, puis je m'excuse de vous interrompre, mais tu sais, mettons les représentations de Jésus, là. Il est représenté n'importe comment, il ressemblait pas à ça, il était petit, puis il ressemblait plus à Danny DeVito qu'à Brad Pitt, là, on s'entend, Jésus, mais tu sais, je veux dire, il y a personne qui est offensé, parce que, je veux dire, les représentations, c'est très souvent tout croche. Donc, si chaque fois qu'il y a une représentation tout croche, on déchire sa chemise, on s'en sortira pas. Mais vous avez dit quelque chose, vous avez dit plein de choses extrêmement intéressantes, mais je note en particulier ce que vous dites à propos des Autochtones. Vous dites c'est une insulte à leur capacité de comprendre. Je pense, en effet, que quand on parle de quelqu'un d'aussi éloquent et d'aussi compétent et d'aussi pertinent que Ghislain Picard est capable de comprendre que Bruno Marchand à l'Hôtel de Ville de Québec n'est pas en train de cautionner ce genre d'image. Je veux dire, il faut faire confiance aux gens et à leur intelligence, là. Sûrement, puis de toute façon, enfin, il y a bien des choses qui peuvent ressurgir à la surface en ce qui concerne cette représentation-là, mais il ne faudra pas oublier que c'est là que c'est l'occasion de le dire, si Champlain a pu s'établir à Québec, c'est parce qu'il a eu la permission des Inuits qui occupaient le territoire, et c'est ça qui est représenté également dans cette image-là. Alors, je dirais qu'il y a quelque chose ils n'ont pas... Bon, c'est sûr qu'on pourrait dire l'Autochtone agenouillé, c'est comme s'il recevait la bonne parole, etc. Bon, c'est vrai que c'est dans le contexte d'un artiste qui travaillait essentiellement pour des églises. Il y a cet aspect-là qui revient. Mais toute la représentation de Fondation du Québec, la Fondation de la Nouvelle-France et tout est remplie de ces éléments-là. Alors là, donc, on doit réfléchir à la façon dont on va en parler. Et M. Arcan, c'est là que je reviens sur son propos, ce qui était très intéressant dans le film Le Testament. Oui. C'est sûr le film tourne autour de cette couverture d'une fresque, mais à la fin du film, que voit-on? On voit des Autochtones en train de faire un travail que les historiens de l'art font très, très fréquemment, les archéologues, la restauration d'une œuvre qui avait été effacée et qui était le témoignage d'une époque. Tout à fait. Qui n'est plus la nôtre, mais qui est, et eux n'étaient pas en train de se renverser c'est pas une crise d'hystérie, là, oui, c'est ça. Mais ils voyaient l'œuvre dans son contexte. Et c'était ça qu'ils essayaient de rétablir. Et je pense que c'est peut-être ce passage-là du film qui est le plus éloquent, parce qu'il nous montre l'avenir, en fait. Absolument. Il nous montre la reprise en main par les Autochtones de leur propre histoire. Et cette histoire-là, mais il y a eu aussi ces représentations de Jacques Cartier qui, avec les Amérindiens agenouillés devant lui, là, il a cette représentation-là qui est tout à fait remarquable de l'avenir qu'on peut voir pour nos relations. Alors donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Bien sûr, on peut la mettre dans un musée. Elle sera mieux protégée, mais elle sera peut-être moins vue aussi. Voilà, c'est ça. Alors qu'à l'hôtel de ville, quand même, tous les gens qui fréquentent l'hôtel de ville le voient. Il y a quelque chose de très intéressant ce que j'entends depuis le tout début, c'est évidemment vos connaissances historiques, mais aussi ce qui me frappe, c'est que à quel point au Québec on connaît peu notre histoire. Et est-ce que ce genre d'affaires qui fait quand même la une des journaux, qui provoque des discussions, qui provoque des débats, est-ce que c'est pas justement une occasion de se dire, peut-être que ça me donnerait le goût, moi, d'en savoir un petit peu plus sur Champlain, puis d'en savoir un petit peu plus sur la réalité des peuples autochtones à cette époque-là. Est-ce que c'est pas justement une occasion de mieux connaître notre histoire, de mieux s'intéresser à notre histoire et notre histoire
commune, c'est-à-dire l'histoire, évidemment, des peuples autochtones, mais l'histoire aussi depuis l'arrivée des Français sur ce territoire. Il n'y a pas là une occasion d'éducation formidable? Ben, sûrement qu'on peut en profiter. En fait, c'est pas les historiens qui s'en plaindront de justement qu'on fasse honneur à leurs travaux. Il y a des travaux très qui ont été faits sur ces questions-là. Malheureusement, c'est pas connu du grand public, bien sûr. Et puis, les gens ont bien d'autres chats à fouetter que de compulser des vieux livres d'histoire. Et il faut dire aussi, c'est que notre histoire, elle a évolué dans la façon dont elle est racontée. Alors, donc, il y a bien sûr la Fondation de Champlain, tout ça. Il y avait une façon de la représenter qui circule encore, en fait, parce que vous allez dans une bibliothèque et vous trouvez un ouvrage des années 60, vous allez avoir encore ce même type de représentation, mais il y a des travaux qui corrigent ces choses-là au fur et à mesure. Et c'est peut-être s'il y a un futur musée d'histoire, en tout cas à Québec, qui se fait, ça va être l'occasion justement de rétablir, d'être à la fine pointe de la réflexion historiographique ou historique à ce sujet-là. Et on en profitera à ce moment-là. Et encore une fois, ça nous invite, comme vous le dites, à repenser à notre histoire et à constater que l'histoire n'est pas écrite une fois pour toutes. Voilà, exactement. Elle évolue. Et notre devise a beau être « Je me souviens », il y a bien des affaires dont on ne se souvient pas. Mon collègue André-Sylvain Latour, qui est rédacteur en chef ici à Cube, avait un petit commentaire pour vous, Monsieur Groux. Oui. Oui. Allô? Je pense que M. Groux n'entend pas André-Sylvain. Oui, je suis encore là. Oui. Non, on vous entend pas de l'autre côté. Si vous voulez, André-Sylvain, vous pouvez me le dire dans l'oreille ou simplement le dire à Sophie. On va le dire à M. Groux qui tentait d'entendre justement ce qu'on disait en ondes, mais malheureusement, on ne l'a pas entendu. Si vous voulez bien me le dire dans l'oreille, peut-être Sophie, en attendant, je vais entendre le message pour pouvoir le répéter à M. Groux. Excusez-moi, vous m'entendez maintenant? Oui, là, on entend. Oui, là, je vous entends. Je suis vraiment désolé, je pesais sur le bouton, je devais pas le peser. Alors, je me demandais, plutôt que de la retirer et de la mettre dans un musée, cette mosaïque-là, comme vous avez souvent dit, finalement, dans l'entrevue, est-ce qu'on ferait pas mieux dans un objectif d'aider les gens à mieux comprendre la situation, de tout simplement mettre une plaque sous la mosaïque et de la garder à l'Hôtel de Ville de Québec? Moi, je serais plutôt en faveur de cette solution-là. Là, évidemment, c'est aux décideurs de décider, mais je crois que c'est l'occasion. L'occasion est bonne de faire de la pédagogie sur l'histoire de l'art, parler de l'auteur, parler parce que c'est quand même un personnage important. Parler évidemment, bien sûr, de la Fondation de Québec, faire une contextualisation qui permette de comprendre tout ça, puis dire non pas ça c'est mauvais, mais ça c'est bien, mais il y a des problèmes avec aujourd'hui que l'on reconnaît avec cette représentation-là. Je dirais mieux que ça, là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une œuvre qui faite par des Autochtones? Ah ben oui, ben voilà. Par des Wendat, des œuvres éphémères peut-être, qui seraient déplacées, mais avec ou qui seraient remplacées les unes à la suite des autres, mais d'avoir une occasion de consacrer ce petit espace à une réflexion à laquelle participent les Premières Nations. Absolument. Là, à ce moment-là, on va se laisser là-dessus, Monsieur Groux. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Patrice Groux, vous êtes historien et auteur au sujet de cette fresque qui, décidément, fait beaucoup jaser. Merci. Je vous en prie, au revoir.